Bonjour et bienvenue. L'APAG, Association des professeurs d'histoire-géographie, la régionale de Grenoble, est heureuse de vous accueillir dans cette conférence puisque nous sommes partenaires de festivals déjà depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, nous accueillons Franck Giasi, qui va nous parler des éleveurs touaregs dans la tourmente de la mondialisation. Joli sujet que nous avons choisi en commun parce qu'il correspond parfaitement aux attentes des collègues enseignants en classe de terminale, où la mondialisation est au cœur du sujet, et on nous suggère une étude de cas possible sur le Sahara. Donc ici vont se mêler des enjeux à la fois politiques, des enjeux environnementaux. Donc on vous en dira plus. Je vais dire juste deux petits mots de notre conférencier. Franck Giasi est maître de conférence à l'IGA, Institut de géographie alpine, qui fait maintenant partie de l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes. C'est un spécialiste du Niger, il y a fait sa thèse. Il a travaillé sur le massif de l'Aïr et du Ténéré. Et donc maintenant, les questions, il a été conseiller technique lors de la création de la réserve Aïr-Ténéré, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais maintenant classée comme réserve en péril, à cause des nombreuses situations délicates qui se passent avec les mouvements politiques dans la zone. Et puis, donc, la cogestion, et on va dire son dada. Donc, jusqu'en 2007, il a beaucoup travaillé sur cette partie de l'Afrique. Et depuis 2007, les questions de cogestion sont son domaine pour le Haut Atlas marocain. Donc, je lui laisse la parole et ensuite, nous aurons un petit temps de questions-réponses. Je signale que c'est un scientifique et un homme de terrain, mais aussi un homme de cœur, puisqu'il soutient un projet d'éducation de Touareg dans la zone Aïr par le biais d'une association qui s'appelle MITAF. Je vous remercie. Merci Michel pour cette présentation. Donc, je vais tout de suite démarrer. Cette présentation, cette conférence sur la cogestion. Alors, il y a deux temps dans cette présentation, on le voit à travers le titre. Les éleveurs touaregs dans la tourmente de la mondialisation. On peut se poser la question effectivement, mais quand on observe un petit peu aujourd'hui l'espace saharien par rapport aux différents enjeux, on comprend que les touaregs qui sont des sahariens, fondamentalement, se retrouvent un petit peu dans cette tourmente. Et le deuxième titre, sous-titre, c'est développer la cogestion pour renforcer l'ancrage territorial d'une population fragilisée. Alors, la cogestion, on verra de quoi il s'agit. Mon propos n'est pas de développer un mode de gestion partagée sur le plan politique. Mais on va le voir que via une démarche qui est technique au départ et qui a été initiée lorsque j'étais conseiller technique, justement avant d'être enseignant à l'université, pour la réserve Aïr-Ténéré, pour l'UICN, l'Union mondiale pour la nature, c'était dans les années 90, on a été confronté à des problèmes de réflexion sur comment associer les populations, les éleveurs en particulier, à une gestion partagée de leur espace. Et comment faire que les projets en place ne soient pas dominants en termes de décision. Voilà. Donc, il y a un développement technique, on va le voir sur cette présentation, mais évidemment, dans la prolongation de ce développement technique, il peut y avoir des considérations politiques. On le verra. Donc ici, quelques éléments d'introduction sur ces territoires sud-sahariens qui sont fragilisés. Je dirais que pour ce qui me concerne, depuis les années 92, il y a eu des mécanismes de fragilisation de l'espace géopolitique, parce que c'est la première rébellion touareg, donc qui concernait le Niger, en sachant que au Mali, on avait du côté de l'Intrar des Iforas aussi des questionnements de culture et de territoire avec les Touaregs. Donc 92, moi j'étais impliqué à ce moment-là dans un projet et on n'a pas pu amener à terme le projet en question pour ces raisons politiques nationales, pas internationales. Donc on parle aussi des conséquences climatiques parce qu'on va le voir, notamment sur des mesures que nous avons faites au niveau du cheptel,
qu'il y a des effets évidents des sécheresses sur la dynamique pastorale. Bon, il y a des questions politiques, évidemment, mais il ne faut pas oublier un aspect, un facteur essentiel, qui sont les conséquences climatiques. Et dans le contexte actuel, alors je ne le développerai pas ici, mais on peut s'interroger aussi dans la tendance du changement climatique. C'est un petit peu ce sur quoi je travaille d'ailleurs, c'est un facteur que j'ai introduit dans ma démarche dans le Haut Atlas marocain. C'est les effets du changement climatique sur l'activité pastorale. Comment ça va se passer? En sachant que les éleveurs ont par essence une flexibilité dans leur fonctionnement qui intègre des fluctuations climatiques. Sauf que là, on est confronté à des changements climatiques majeurs. Et ils ne sont pas forcément équipés en termes de comportement pour faire face à ces changements majeurs. C'est là où justement le mode de cogestion peut peut-être aider à passer ces transitions climatiques. Donc l'insécurité, mode de vie, tout cela a engendré une dégradation des activités pastorales. Donc c'est multifactoriel. Il n'empêche que l'élevage reste une activité traditionnelle fondamentale dans toute la zone sahélo-saharienne. C'est la production de viande qui est un élément déterminant au Niger, en sachant que l'élevage a considérablement changé du point de vue de sa structuration. On est passé de petits éleveurs dans les années 70-80 à aujourd'hui. Alors ça reste le fonctionnement, mais on a aujourd'hui des grands commerçants qui achètent des troupeaux entiers et qui gèrent l'élevage comme une entreprise. Alors bon, c'est un élément qui émerge progressivement. Alors on va se poser quelques questions et auxquelles on va essayer de répondre. Quel dispositif on peut imaginer pour mieux gérer les ressources naturelles et assurer l'ancrage territorial des populations? Il y a un sens dans l'ordre des choses ici, c'est-à-dire dans un premier temps, c'est pour mieux gérer les ressources naturelles, c'est-à-dire que le dispositif que je vais vous montrer, auquel on a réfléchi, c'est avant tout pour essayer de mieux gérer les ressources naturelles. Dans ces ressources naturelles, il y a évidemment le potentiel végétal, mais il y a aussi, dans le cadre de la réserve, sur laquelle on a expérimenté ces techniques, il y avait aussi la faune, l'eau. Et puis, deuxième point, c'est assurer l'ancrage territorial des populations. Donc, par extension, comme je le disais tout à l'heure en préalable, c'est à travers un dispositif technique, finalement, qui porte les populations à travailler avec des instances publiques, privées, des ONG. Est-ce que ce n'est pas une façon d'ancrer sur le plan territorial des populations qui évoluent dans un espace qu'on appelle les communs, qui appartient à l'ensemble de la communauté nationale. Et ça pose aussi un problème sur la gestion des ressources. Quand vous êtes sur un territoire auquel vous appartenez, mais en tant qu'usager et non pas propriétaire, ça change la donne. Et ça, c'est un des fondements de l'activité pastorale. Deuxièmement, quels sont les résultats des terrains d'études qui permettent de valider un dispositif dans la cogestion sur la pierre angulaire? Donc là, je vous présenterai deux terrains. Un terrain principal qui est l'Aïr Ténéré, et puis un deuxième terrain sur lequel on passera un peu plus rapidement, mais il y aura bien une dizaine de diapositives, sur l'Iraser. C'est au sud, c'est à 120 km à peu près au sud-ouest du massif de l'Aïr. Et là, c'est un étudiant que j'ai co-encadré, Touareg, qui a fait sa thèse à Grenoble et qui l'a soutenu il y a un an, en janvier 2015. Voilà, donc 4 points ici seront abordés. Des éléments de contexte sur le Sahara, un rappel, d'autant plus que cet après-midi, vous aurez un intervenant qui va vraiment focaliser sur ces questions de mondialisation du Sahara. Donc, bon, je reprends quelques-uns de ces éléments, mais je ne développe pas plus parce qu'il y aurait une redondance avec la conférence de cet après-midi. Deuxième point, le pastoralisme, donc une activité fragilisée. On va reprendre un petit peu 2-3 éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis enfin, troisième point, la cogestion. Une piste pour une gestion participative des ressources naturelles. Donc c'est, je le répète, fondamentalement une démarche technique, mais qui peut évidemment avoir une ouverture politique. Quatrième point, conclusion, un modèle de cogestion à développer. Alors tout d'abord, quelques rappels pour ceux qui s'intéressent à cette question de mondialisation du Sahara. On va aborder ici la croissance urbaine. On va voir en quoi
elle est importante. La pression minière, absolument fondamentale, puisque le Niger est le 3e producteur d'uranium, 3e gisement mondial à peu près, 3 ou 4e. La sécurité, les réseaux djihadistes qui ont complètement aussi déstabilisé sur le plan politique de la sécurité et de l'activité projet et touristique de toute sa région, dont les éleveurs d'ailleurs bénéficiaient. Donc on va commencer par la croissance urbaine. Il y a d'autres éléments, mais voilà, je vais focaliser sur ces 3 points-là. La croissance urbaine. La croissance urbaine dans ces régions, dans ces villes périsahariennes, a été extrêmement importante. On va voir, il y a 2 pôles proches de notre terrain d'étude, ville d'Agadez, ville d'Arlit. Les villes dans ces régions périsahariennes qui sont des villes d'échange finalement, hein, comme elles l'ont été dans les siècles passés, du point de vue du commerce, restent des pôles d'échange, de commerce, de trafic, de transit, de refuge aussi, de population, parce qu'il y a une migration importante qui s'est remise en place à travers le Sahara. Donc ces villes périsahariennes ont encore une forte croissance. Ici, vous avez donc le terrain d'étude, le Niger. Bon, pour ceux qui ont besoin qu'on resitue le Niger, voilà, un pays extrêmement continental, au sud du Sahara. Niamey ici, fleuve Niger, et Agadez, première ville importante de notre terrain d'étude. Arlit au nord. Les gisements d'uranium se situent ici, à Arlit. Et puis notre terrain d'étude, on le verra sur notre carte, c'est tout ce secteur ici. Le deuxième terrain d'étude, je vous le situe tout de suite, c'est Ingal, c'est ce secteur ici, entre 60 et 100 km au sud-ouest d'Agadez. Donc on le voit ici, on a des vues d'Agadez, on voit que c'est une ville, alors c'est pas du tout, c'est pas Abidjan, c'est pas Dakar, ce sont des villes, on pourrait qualifier d'habitat traditionnel en banco. Bon, il y a aussi évidemment beaucoup d'évolution dans les matériaux utilisés, mais on voit que c'est des villes qui ont une extension spatiale extrêmement importante. Ici, Arlit, c'est une ville tout à fait particulière. Arlit est une ville champignon, c'est-à-dire dans les années 60, 50, 60, il n'y avait pas de ville du tout à cet endroit-là. Et c'est l'exploitation minière de l'uranium qui a engendré l'évolution de cette ville, la création de cette ville. On voit ici un champ à mine ouvert, à ciel ouvert de l'uranium. Il y a d'autres systèmes souterrains. Et voilà cette ville qui a été complètement constituée. Donc, ces 2 villes constituent par rapport à la réserve dont on voit ici l'esquisse en vert, et c'est notre terrain d'étude initial, elles ont une proximité importante et cette croissance urbaine et cette population urbaine va générer sur les ressources naturelles une pression anthropique via, par exemple, la collecte du bois mort. Ça, c'est un problème auquel on a été confronté d'une manière récurrente quand j'étais impliqué dans la gestion de la réserve, parce que le bois de cuisson, l'énergie pour la cuisson, ça reste fondamentalement le bois. Et ces extensions urbaines font qu'on va chercher le bois de plus en plus loin en camion. Et la réserve était régulièrement pénétrée par des convois de camions allant chercher du bois mort, ce qui pose problème du point de vue de la biodiversité, parce que le bois mort, c'est un refuge de biodiversité multiple, entre les insectes, les champignons, le piégeage aussi de certaines graines de végétation. Voilà. Autre impact aussi de ces villes, c'est une population notamment qui concentre des fonctionnaires, des services publics, des militaires, et on était régulièrement confronté à un problème de braconnage à l'arme automatique en véhicule sur la faune, donc gazelle en particulier, autruche, autruche il n'y en a plus depuis 1997, disparition de cette espèce qui était très présente sur ce territoire suite à la rébellion Touareg de 92, puisqu'il y a des forces militaires du Sud qui sont arrivées pour essayer de réguler un peu la sécurité dans ce secteur. Et pendant plusieurs années, il y a eu des affrontements entre les rebelles Touaregs et les troupes militaires. Et puis les autruches ont fait les frais alimentaires de ce conflit.
Voilà, bon, là, on l'a dit tout à l'heure, la réserve a été créée en 88, classée site du patrimoine mondial en 92, et puis, suite au problème de guerre de 92, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril. Alors là, j'ai rajouté, finalement, l'ARNAT, c'est Réserve naturelle nationale de l'Aïr et du Ténéré. Elle illustre également un contexte de mondialisation de la conservation, dans le sens où, vous l'avez compris, sur les questions de sécurité, sur les questions de villes qui augmentent, qui sont alimentées par des migrants notamment, mais la conservation. En quoi la conservation est un élément de la mondialisation? C'est un élément de la mondialisation parce que ça échappe complètement dans le processus de mise en place aux populations locales. Quels mots ont-elles à dire sur la mise en conservation de leur propre territoire? Aucun, pour l'instant. Hein, aucun. Alors, c'est une réserve, donc c'est une catégorie de l'UICN qui permet de maintenir des populations au sein de ces limites. S'il y avait été un parc, on aurait évacué les populations. Alors là, on est dans un registre très radical du point de vue de la conservation. Ce n'est pas le cas. Il y a un parc du W qui est au sud de Niamey. Voilà, alors, voilà pour la pression urbaine. La pression minière, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la périphérie des villes, Arlit, c'est une cité minière, uranium, mais il y a aussi plus à l'ouest, en direction du Mali, des gisements de gaz et de pétrole, et puis d'autres minerais, même au cœur du massif de l'Aïr. Donc cette pression minière, elle est importante parce que vis-à-vis de la population pastorale, parce que évidemment, elle capte de la main-d'œuvre. Ça fragilise cette population pastorale, comme les villes. Les villes, ça attire les jeunes éleveurs, tout comme le travail en tant qu'ouvrier dans ces mines d'uranium. La vie d'éleveur est très rude. Et les jeunes éleveurs n'ont pas forcément envie d'avoir le mode de vie de leurs parents. Donc quand on a des villes à proximité qui se développent comme Agadez et Arlit, et à un moment donné très axées sur le tourisme, aujourd'hui c'est plus possible pour les raisons que vous imaginez, tout cela contribuait à fragiliser l'activité pastorale. Et on va voir en termes d'effectifs, les éleveurs dans la région Aïr-Ténéré, ce n'est pas des dizaines de milliers, hein, c'est beaucoup moins. Alors ici, j'ai mis... j'ai tiré ça du collectif Chinaren. On voit sur la carte de gauche, donc à l'ouest d'Arlit et d'Agadez, les deux villes qu'on a évoquées précédemment, des terrains de parcours. Donc on est ici. Donc là, le deuxième étude de cas dont je vous ai parlé tout à l'heure se situe ici, et celle que je vais développer, première étude de cas, ici, hein, pour resituer. L'ensemble de ce secteur, qui représente des centaines de kilomètres carrés, constitue des terrains de parcours par rapport à des tribus nomades traditionnelles. Notamment la fameuse cure salée a lieu dans ce secteur chaque mois d'août. Des populations de Peuls, mais aussi Touaregs, Arabes, des éleveurs, vont dans cette direction parce que le pâturage a des qualités particulières du point de vue des sels minéraux et les animaux se ressourcent dans ce secteur-là. Si vous regardez le même secteur aujourd'hui, avec les permis accordés par le Niger aux différents pays pour l'exploitation d'uranium, on voit que ces terrains de parcours sont complètement écrasés par la présence de permis qui ont été accordés. Alors l'exploitation, pas encore, mais vous regardez, tous les pays sont là. Alors on parle souvent de la France et d'Areva, hein, mais regardez, ici, c'est quelques périmètres. Les Australiens sont beaucoup plus présents, il y a les Chinois, etc. etc. Quelle était la parole entendue des différentes tribus dans cette négociation par rapport aux minerais? Je vous laisse imaginer qu'il n'y en a absolument pas eu. Donc c'est une spoliation économique d'un territoire traditionnel pastoral. Hein. Je ne dis pas que la cogestion va résoudre ce problème, mais quand je parle d'ancrage territorial, c'est d'imaginer, de manière sans doute utopique, je ne sais pas, hein, mais faut-il encore l'expérimenter, une population qui est impliquée dans la gestion de ses ressources naturelles et qui, du coup, se sent rattachée à un territoire. Après, c'est peut-être plus difficile en termes d'accord ou de désaccord d'arriver à ce type de périmètre de manière quasi instantanée sans avoir discuté préalablement avec l'ensemble des populations.
Autre élément, l'insécurité liée au réseau djihadiste. Le Niger est au cœur du problème entre AQMI qui occupe le territoire saharien et puis Boko Haram au sud-est, venant du Nigeria. Alors, Boko Haram ne monte pas jusqu'à la région Aïr Ténéré, mais c'est AQMI, évidemment, avec notamment la pression française sur le Nord Mali, fait qu'il y a évidemment des mouvements en direction du Niger et en direction du sud de la Libye. Hein. C'est la raison pour laquelle aussi Madama, ici, est un ancien poste militaire colonial réactivé par les troupes nigériennes et les forces spéciales françaises qui sont actuellement postées ici parce que c'est un point de contrôle dans le sud libyen. Il y a énormément de passages. Alors, quand je vivais dans la région, tout ce secteur-là était une zone de trafic saharien. Bon, trafic de cigarettes, d'alcool, etc., de drogue sans doute. Donc, voilà, on évitait de faire des missions dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, c'est toujours une zone de trafic, mais avec des armes, bien d'autres choses encore. Hein. Donc toute cette zone est déstabilisée et notre secteur est évidemment au cœur de cet espace, est déstabilisé. Les conséquences, c'est quoi? C'est évidemment l'activité projet qui était dans la Aïr Ténéré florissante dans les années 80-90. Il y avait énormément de projets. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, quasiment plus. L'activité touristique, très importante aussi, jusque dans les années 97-2000. Aujourd'hui, ça devient, c'est plus possible. Hein. Je vous défie d'aller vous balader, faire une méharée dans le Ténéré actuellement. Enfin, en tout cas, moi, je n'irai pas. Donc, les éleveurs, leur implication là-dedans, c'est que évidemment, ce commerce large d'échanges avec des ONG, d'échanges avec le tourisme, à travers la location de chameaux, à travers la production de bijoux, d'artisanat, contribuait très largement à l'activité économique, en plus de l'élevage. Aujourd'hui, il n'y a plus cet aspect. Donc, l'insécurité liée au réseau djihadiste a évidemment fragilisé tout ce secteur. Deuxième point, on va essayer de comprendre comment, rapidement, parce qu'évidemment, on n'a pas 2 heures de présentation, mais présenter le pastoralisme, qui, vous l'avez compris, est une activité fragilisée. Là, je reprends quelques éléments qui ont été évoqués. Donc, l'attractivité des villes pour les enfants d'éleveurs, déstabilisation de l'espace pastoral par l'exploitation minière, on l'a bien compris, insécurité et djihadisme, fuite des projets, activités touristiques dont les éleveurs bénéficiaient. Hein. Et puis, n'oublions pas quand même, parce que tout n'est pas géopolitique, il y a quand même les fluctuations climatiques qui ont été, au fil du temps, bien avant qu'il y ait cette instabilité politique, économique, un élément fondamental. Hein. Donc, il ne faut pas l'occulter. Si on prend ici les chroniques des pluies d'Ingal, donc ça c'est tiré des travaux de thèse de Kader Affan, on voit que, bon déjà il n'y a pas une moyenne, parce que le sens de la moyenne sur le plan statistique est très relatif, c'est relatif à une autre moyenne. Donc travailler sur une moyenne, sur une chronique des pluies ici, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, essayer de dégager des périodes différenciées avec des petits traitements stats et leur associer une moyenne propre, ça a du sens. Et on voit, alors je parle de période, je ne parle pas de cycle, hein, on voit ici des fluctuations sur les précipitations d'Ingal, où effectivement il y a eu une période de déficit des précipitations assez important. Et depuis les années 2000, on a une recharge des précipitations qui est tout à fait favorable, idem dans le massif de l'Aïr, qui est bénéfique hein, pour l'activité de l'élevage en particulier, parce qu'on va voir que l'élevage repose sur 2 fondamentaux, le pâturage et les points d'eau. Si vous manque l'un des 2, ça ne marche pas. Donc on est dans un contexte climatique favorable, alors que pendant longtemps, on n'a pas été. Moi j'ai travaillé dans cette région pendant cette période-là, très difficile. Hein, avec notamment la fameuse année 84, je ne sais plus où elle est, où à Agadez, par exemple, il est tombé 4 mm d'eau. 4 mm, c'est rien. Et quand vous savez que la saison des pluies est concentrée sur 4 mois, sur 12, si vous passez à travers une saison des pluies, vous avez déjà 8 mois derrière vous sec, la dernière saison des pluies. 4 mm, il n'y a rien, donc il faut attendre
une rotation complète jusqu'à l'année suivante. Donc là, c'est évidemment extrêmement difficile. C'est en cela aussi où la cogestion peut permettre avec les éleveurs d'être plus solide par rapport aux événements extrêmes. Les événements de déficit hydrique d'une année à l'autre, modérés, je dirais, les éleveurs ont anticipé ce genre par leur pratique depuis des générations. Ils vivent là. Hein. Par contre, les pics de sécheresse, et on s'attend à ce qu'il y en ait dans les décennies qui viennent, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Je vous rappelle les sécheresses de 68-73, celles de 84, ou surtout celles de 68-73, il y a eu dans tout le Sahel des millions de têtes de bétail qui ont disparu. Alors pour des raisons aussi assez complexes de politique d'aménagement des forages qui étaient très... on ne va pas rentrer dans ce détail-là, qui ont piégé les éleveurs autour des forages. Donc ils avaient de l'eau, mais ils n'avaient plus de pâturage. Et il était trop tard pour revenir dans les pays du Sud. Donc, voilà. Alors, les éleveurs de la réserve, alors là, Arlit, Agadez, vous situez maintenant. La réserve proprement dite, c'est notre terrain d'étude. Et voilà des éléments concernant ces populations. Alors, résidents, non-résidents, qu'est-ce que ça veut dire? Résidents, c'est ceux vivant au sein des limites de la réserve. Les non-résidents, c'est l'extérieur. Donc, on voit ici qu'il y a parmi les résidents, à l'époque, c'est fin des années 90, hein, c'est un inventaire qu'on avait fait à ce moment-là, les années 2000, à peu près 1200 pasteurs en termes d'activité pure. Hein, ils ne font que ça. Dans les non-résidents, on voit qu'il y a près de 20 000 agro-pasteurs, c'est-à-dire à la fois des agriculteurs qui pratiquent aussi un petit élevage de proximité. Les pasteurs, eux, pasteurs-éleveurs, dans l'Aïr, ce sont des populations qui sont semi-nomades, qui migrent, qui se déplacent sur des dizaines de kilomètres, hein, alors que les agro-pasteurs sont ancrés, ce sont des sédentaires. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près entre 1500 et 2000 éleveurs dans l'Aïr Ténéré. Ce n'est pas considérable, mais c'est une population culturellement importante. Alors, on a ici des éléments concernant l'espace de nomadisation qu'on appelle Eshiwell, qui est fonction des saisons. On a identifié dans tout ce secteur un certain nombre de domaines pastoraux qui sont fréquentés par des tribus. Et je voulais attirer votre attention rapidement ici. On a fait des inventaires sur saison sèche, saison humide. On voit qu'il y a une contraction du milieu. C'est-à-dire, alors ça c'est très propre au massif de l'Aïr, c'est-à-dire que pendant la saison des pluies, lors d'une saison des pluies on va dire moyenne, il y a une multiplication des points d'eau. Mares, puisards. Puisards, c'est des trous qu'on creuse dans le sable, des oueds, dans le lit des oueds, pour faire remonter par capillarité l'eau. Et ça, c'est très important. Donc ça, en saison des pluies, ça fonctionne bien. Les puits traditionnels pastoraux, les puits bétonnés également. Donc en saison des pluies, on a une dilatation, en quelque sorte, de l'espace pastoral, où les éleveurs se déplacent en direction des points d'eau et donc des pâturages. À l'inverse, pendant la saison sèche, on a une contraction. Hein, c'est comme une baudruche qui se dilate et qui se contracte. En saison sèche, on a un repli des populations autour des points d'eau. C'est-à-dire les mares sont asséchées, les puisards ne sont plus possibles à creuser, donc il reste les points d'eau permanents, c'est-à-dire les puits qui sont à 20-30 mètres de profondeur, et les populations restent à proximité de ces puits. Alors après, c'est quotidiennement en saison sèche amener les troupeaux aux puits pour les abreuver, donc c'est un travail extrêmement long, hein, parce que plus le potentiel de pâturage diminue, plus on va loin pour chercher le pâturage, mais on est obligé de revenir le soir et même le matin auprès du point d'eau, le puits, pour abreuver les animaux. Et le puits, il faut remonter l'eau. Et là, il n'y a pas de moteur, etc. C'est soit par traction animale, soit quand ce n'est pas trop profond, à l'huile de coude. Voilà, donc là, j'ai formalisé un petit peu cet espace dans l'Aïr. C'est d'après les enquêtes de Bourgeot, qui est un anthropologue, ça date de 88, mais où on voit qu'il y a, du point de campement, on a une dispersion ici de la population en direction des points d'eau pendant l'hivernage. Et puis après, on a une concentration. On voit que la distance ici entre le point d'ancrage des campements
Et les points d'eau permanents est beaucoup plus court. On ne peut pas faire 40 km dans la journée en pleine saison chaude. D'abord, les animaux fatiguent, il fait chaud, et puis ce n'est pas viable. Alors que cette distance-là est beaucoup plus importante entre le campement. Alors, en saison, ça c'est le campement traditionnel, c'est le point d'ancrage. Hein. En saison des pluies, les campements se répartissent un peu partout. Hein. Il y a une dilatation autour là, des mares, par exemple. Alors ici, c'est une photo que j'ai faite en 2005. C'est une de mes dernières missions possibles dans le secteur. C'est dans la vallée du Zagado. On voit qu'il y a une famille qui se déplace. Voilà, là, ce qui est intéressant, d'ailleurs, ils ne voulaient pas que je les prenne en photo, c'était de loin. On a l'ensemble d'une famille avec son troupeau. Ça nous donne un petit peu la porte. Là, tout le capital de l'éleveur est ici. Capital sur pied. Hein. Ça, c'est des petits éleveurs. Hein. Ce n'est pas des commerçants, des éladges du sud du Niger qui ont 200 têtes de zébus. Hein. C'est des petits éleveurs pauvres. On voit qu'il y a le petit troupeau ici, moutons, chèvres, une trentaine de têtes. Et puis on a les chameaux, peut-être une dizaine de chameaux, et puis les ânes pour transporter le matériel. Donc ça, ils nomadisent. On est typiquement dans ce type de fonction-là. Hein. Et voilà, évidemment, les mouvements de concentration autour des points d'eau, durant surtout la saison sèche, ici. Alors, voilà des photos de campement que j'ai faites aussi, c'était l'année suivante. Ça, c'est des inventaires du cheptel qu'on a fait dans le cadre du projet à la fin des années 90. Alors, il faudrait réactualiser, sauf qu'aujourd'hui, pour aller travailler dans ce secteur, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on constate? La mondialisation, c'est une chose, mais n'oublions pas les fondamentaux des sécheresses. On le voit très bien ici. 68, 73, l'effet de la sécheresse terrible. Regardez, les effectifs de cheptel ont complètement chuté. Alors là, on est dans les populations non résidentes de la réserve, et là, on est dans les populations résidentes. Ce qu'on observe, c'est que le cheptel caprin a littéralement explosé en dehors de la réserve, parce que ce n'est pas contrôlé, c'était pas contrôlé. Qu'est-ce qui fait que le cheptel caprin est important? Parce que c'est un cheptel qui est rustique, qui ne coûte pas cher, qui est beaucoup plus facile d'entretien que des chameaux et surtout les moutons. Là, il n'y a pas eu une recharge, enfin pas une recharge, une recomposition des troupeaux caprins, parce que là, c'était contrôlé par la réserve, parce que les chèvres, par contre, impactent fortement la végétation. Donc, on a une fragilisation de l'activité pastorale du fait de la mondialisation. Je dirais que c'est une tendance structurelle, un bruit de fond continu et qui, au fil des années, fragilise. Mais on a aussi les conséquences des sécheresses qui, on vient de le voir, ont un impact sur la taille et la composition des troupeaux. Et là, on est plutôt dans des effets conjoncturels. Donc, quand on a évidemment les deux effets qui se combinent, c'est-à-dire cette tendance structurelle où on a des populations qui sont sur le fil du rasoir en matière d'activité économique, et que vous avez là-dessus un changement climatique avéré, une sécheresse, ou même un problème politique de guerre, etc., on bascule dans une hyper-vulnérabilité. Alors, ce qu'on a constaté aussi, c'est que la collaboration était plutôt peu efficace des instances de projet, ONG, services publics, dans la gestion durable des ressources naturelles. Et c'est peu de le dire. Hein. Donc, on a commencé à initier une réflexion sur une gestion partagée, cogestion, c'est-à-dire entre ces services, finalement, de techniciens et des populations locales. Comment on peut partager tous ces éléments? C'est un dispositif auquel on a réfléchi. Et c'est l'enjeu ici du troisième point, où les grands axes sont présentés. La cogestion repose donc sur un partage des savoirs, des connaissances scientifiques et techniques d'un côté, qu'on connaît bien, puisque c'est issu de notre propre culture occidentale, on va dire, et puis les savoirs vernaculaires, qu'on appelle aussi les savoirs autochtones, savoirs paysans, qui ont une puissance. Pourquoi? Parce qu'ils sont en place depuis des générations. Ils fonctionnaient bien avant qu'on arrive. Donc de gommer comme ça ces connaissances locales par un revers de la main, c'est évidemment une erreur. L'erreur consisterait aussi, ça serait une erreur de dire mais ces savoirs vernaculaires, c'est merveilleux, il n'y a que ça qui compte. Nous, on est plutôt dans une réflexion de connaissances hybrides, c'est-à-dire une conjugaison des deux.
C'est ce qui nous semble intéressant. Donc l'outil de synthèse ici, c'est la carte des paysages, parce que c'est un outil de spatialisation. Puis en tant que géographe, ça nous arrange bien, mais en tout cas, c'est un outil de spatialisation et de communication. À partir de cette carte des paysages, on peut établir un diagnostic et puis être dans des propositions d'action. Donc ici, connaissance hybride, conjugaison des deux modèles de connaissance, un modèle scientifique et technique, c'est notre modèle occidental, c'est un modèle quantitatif, on mesure. Et puis, il y a le modèle vernaculaire, le modèle paysan, qualitatif. Vous savez, un paysan, un éleveur, vous allez lui dire aujourd'hui, cette année, il a vraiment beaucoup plu, on est 10% au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire il est tombé 60 mm, il ne comprend absolument pas ce que vous voulez lui dire. Vous avez un point de vue plutôt positif parce que vous avez intégré tout cela, vous savez ce que c'est que des millimètres, lui il ne sait pas ce que c'est que des millimètres, il ne sait pas ce que c'est qu'une moyenne. Par contre, si vous lui demandez est-ce que l'année elle est bonne, il va tout de suite vous dire très précisément où c'est bon, comment et pourquoi c'est bon. Mais voilà, dans un dispositif de périphrase qualitative, mais qui a son importance. Donc on va voir dans les diapos suivantes que il y a combinaison sur, j'ai focalisé sur les plantes, le pâturage, mais ça pourrait être l'eau, les puits, les précipitations, l'évaluation de la faune aussi, parce que c'est une ressource protéinique pas négligeable, nom des plantes, perception des entités paysagères, évaluation des ressources naturelles. Voilà, une diapo sur l'exemple des connaissances partagées, le nom des plantes. On a le nom scientifique, mais pour chaque plante, vous avez, ça c'est connu depuis des siècles, vous avez le terme vernaculaire qui correspond. Vous avez aussi sur les paysages, là c'est un petit peu plus subtil, plus difficile à cerner, mais c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a identifié du point de vue scientifique, on a fait des mesures, on a fait des placettes de végétation, on a évalué la végétation, on a quantifié, et on a fini par mettre en place une typologie des paysages qui, ici, correspond à une zone de drainage diffus. Et il y a une fiche technique derrière tout cela. Bon. Les éleveurs, ils appellent ça Araitum. Et ça a un sens pour eux. Vous allez le voir un peu plus loin. Ici, ces versants rocheux, idem, on a une fiche typologique, paysagère. Eux, ils ont un terme particulier pour ces versants. Et on arrive ainsi à avoir des dizaines, une douzaine de termes en typologie qui correspondent entre les savoirs vernaculaires et les savoirs scientifiques. Très intéressant aussi, l'évaluation. On s'est intéressé à l'évaluation de ces facettes de paysage, parce que la Araitum, etc., ce sont des facettes, c'est une imbrication, c'est comme les poupées gigognes, les paysages. Vous avez des régions de paysage, alors après il y a différentes écoles du paysage, et à l'intérieur du paysage, vous avez d'autres petites boîtes. Alors ça, c'est très occidental, des petites boîtes, c'est bien carré, etc. Les éleveurs, eux, ils voient quelque chose, ils voient un continuum dans l'espace, ce qui est normal. Mais en termes de gestion, on est obligé aussi, à un moment donné, de mettre certaines limites et de travailler avec eux sur ces limites, et d'être d'accord avec eux. Donc de faire un référentiel, 2 minutes, de faire un référentiel. Donc voilà, cet Araitum, on a évalué que c'était une unité de production principale, puisque la matière sèche par hectare était la plus importante. Et quand on discute avec les éleveurs, eux, ils n'ont aucune connaissance de la matière sèche, mais ils vont dire, Yeksa, c'est très bon. Cette facette-là, elle est excellente. Donc ils ont intégré depuis longtemps que ça l'était. Là, on a travaillé aussi, exemple de connaissances partagées, la phénologie des facettes de paysage, où on a identifié pour chaque facette de paysage, ici il s'agit de Araitum, le fameux Araitum, zone de drainage diffus, que ça c'est du savoir d'éleveur. Que chaque espèce, notamment les ligneux, avait une phénologie, c'est-à-dire un rythme végétal qui était à 15 jours près bien cerné par les éleveurs. C'est-à-dire qu'ils savaient quand est-ce qu'il y avait des fleurs, des feuilles, des fruits, des jeunes pousses. Idem pour la végétation herbacée au sol. Pourquoi ils savent ça? Parce que c'est une fonction utilitaire fondamentale pour leurs troupeaux. Et on arrive ainsi à tracer des cartes des paysages où pour chaque paysage, typologie, on arrive plus ou moins à faire une correspondance avec une perception vernaculaire. Voilà pour l'Aïr-Ténéré. Donc vous voyez qu'on peut, à travers la carte des paysages, mettre en place un dispositif d'interrelation. Et on va terminer ici par
les travaux de Kader Afan, qui nous montrent une carte des paysages qui a été faite dans le sud-est du Niger, avec l'identification, lui il est allé beaucoup plus en avant que nous, hein, l'identification de 4 facettes de paysages ici. Voilà, on les retrouve ici, selon le même procédé qu'on a présenté avant, avec une carte des zones sensibles, détectées par les éleveurs eux-mêmes, et qui a été spécialisée par l'étudiant en question, avec un calendrier, comme on l'a vu juste avant, sur l'ensemble, sur certaines facettes, comme on le voit ici, paroles d'éleveurs. Hein. En conclusion, donc, on voit que l'objectif premier de ce dispositif de cogestion est d'apporter un appui aux éleveurs en matière de gestion spatialisée, méso-échelle, des pâturages. On peut évidemment mettre en place un plan d'action. Alors ça, on est très timide parce que vous savez, l'universitaire, il est beaucoup dans la réflexion, le technicien, l'ingénieur dans la solution. On essaye de travailler ensemble. Donc, pour ce qui est de trouver des solutions immédiates, moi, je suis très prudent là-dessus. Mais ça, c'est issu des travaux de Kader Afan, où lui, il est fils d'éleveur, hein, d'ailleurs. On peut imaginer, suite à ce diagnostic, de fractionner des troupeaux, d'avoir des troupeaux contenus en fonction de zones sensibles qu'il faudrait épargner pendant ces périodes pastorales. Alors c'est aussi pour ces populations un moyen de développer un sentiment d'appartenance, un territoire qui relève des communs, c'est-à-dire favoriser un ancrage territorial. On travaille actuellement dans le Haut Atlas marocain parce que le Sahel n'est plus accessible du point de vue de la sécurité. Et on imagine que ce dispositif de cogestion qui est technique, comme vous l'avez compris, peut être aussi, et qui permet à des instances privées ou publiques de se rapprocher des éleveurs, peut être une optique de gestion partagée des ressources du territoire et de favoriser ainsi l'ancrage des populations sur le plan politique. Hein, à partir du moment où elles travaillent régulièrement avec des instances qui les reconnaissent de manière durable, on a un ancrage territorial. Et du coup, on a une posture politique qui peut être intéressante. Hein, on n'est pas des usagers et des passagers de l'espace, on est des gens qui travaillent avec telle commune. C'est important, on ne va pas nous déloger aussi facilement. Voilà, là, vous avez quelques références bibliographiques pour ceux que ça intéresse. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Franck. Il nous reste un petit peu de temps pour quelques questions et approfondir le débat. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions Twitter? Donc, on va passer directement aux questions de la salle, si vous le voulez bien. Oui, bonjour. Dans la mesure où un certain nombre de statistiques étaient assez anciennes, puisque si j'ai bien compris, en fait, on ne peut pas y retourner. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'études dans cette région depuis au moins 2005. Ça, les derniers chiffres, j'ai vus. Dans quelle mesure, en 10-11 ans, ça a changé, en fait, et la donne que vous exposez a changé, et on imagine peut-être il y a une recomposition des activités des Touaregs, hein. Pourquoi pas aussi, on parle beaucoup de l'essor des trafics, etc., qui probablement est très tentante aussi compte tenu du caractère lucratif et puis de la pression aussi djihadiste. Alors voilà, c'était cette question. D'accord, je réponds tout de suite. Oui, bon, par la force des choses, les données sont anciennes, sauf la deuxième partie qui date de 2015 et qui se situe à 60, 100 km maximum de la première étude. Donc ça valide. Alors moi, les données quantitatives, c'est une chose. Le modèle, la méthode qu'on propose, enfin qu'on aimerait proposer, c'en est une autre. À la limite, il peut se libérer de ces contraintes de chiffres. Hein. C'est une philosophie de travail, finalement. Et on aimerait que ça soit appliqué. L'étudiant en question est aujourd'hui retourné au Niger. Il est impliqué dans des projets. Voilà, s'il pouvait initier un petit peu cette idée-là de cogestion partagée, ça serait bien. Alors, simplement pour vous dire que, donc voilà, pour la question des données quantitatives, évidemment, voilà,
On fait comme on peut avec les données que l'on a. C'est la raison pour laquelle on travaille maintenant sur le Haut Atlas marocain, enfin, entre le Djebel Saro et le Haut Atlas, avec donc d'autres éleveurs, d'autres composantes, d'autres territoires, un autre pays, voilà, une autre présence du public et des projets. Ça n'a rien à voir avec le Niger, mais on continue. Et là, on va avoir de la donnée plus récente. Donc, je pense que c'est le modèle qu'il faut retenir. Alors, un modèle, ce n'est pas quelque chose qui se prend comme ça. Ce n'est pas un package. C'est des éléments. Là, j'en ai donné que quelques-uns, parce qu'en 45 minutes, évidemment, on aurait pu développer beaucoup plus. L'idée, c'est pas... Nous, en tant qu'universitaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour donner des solutions systématiquement. Quand on peut, on le fait. Mais on est surtout engagé dans la réflexion. Après, de cette réflexion, il y a des éléments. Certains vont se servir dans ce modèle en disant « Ah tiens, ça c'est une bonne idée. Ça, ouais, non, c'est pas forcément applicable. » Nous, c'est comme ça qu'on voit la présentation de ce dispositif de cogestion. L'idée principale étant, quoi qu'il en soit, et ça c'est une directive, un fil conducteur, impliquer les populations dans la gestion de leur propre territoire et la gestion des ressources naturelles, puisque vous avez compris que c'était un élément important. En tant En tant que vieux géographe méthodologue, je dois dire que votre démarche est excellente. Elle est excellente d'abord parce qu'elle s'appuie sur des connaissances objectives, elle s'appuie sur des connaissances subjectives et elle est gage d'efficacité, à mon sens. Et je veux dire, évidemment, comme vous l'avez remarqué, elle est valable bien au-delà du simple milieu de l'Aïr et du Ténéré. Et je pense qu'elle est valable dans à peu près tous les espaces. Oui. Voilà. On est bien d'accord. Aussi longtemps que le paysage est un élément essentiel du point de vue économique, ce qui est le cas ici. Alors évidemment, dans les pays les plus développés, le paysage n'a plus exactement la même signification. Et donc, mais on peut toujours appliquer la même méthode avec d'autres variables, objectifs, etc. Donc voilà, je voulais féliciter votre approche du problème. Merci, professeur. Oui, non, mais voilà. Oui. Mais c'est ça l'idée. C'est voilà, c'est le partage des connaissances et des modèles. Mais on est confronté, moi je suis haut-savoyard, donc les questions agricoles et pastorales, parce qu'on retrouve des composantes intéressantes sur la mobilité, la flexibilité. Nos paysans savoyards qui avaient 10 têtes de bétail, ils étaient aussi artisans ou moniteurs de ski. C'est de la flexibilité dans l'activité, dans des milieux difficiles. Parce qu'aujourd'hui, on va skier voilà, au mois de janvier, mais il y a 1 siècle et demi ou 2 siècles en arrière, au mois de janvier, on n'allait pas skier, on partait. On laissait la femme avec les enfants les plus jeunes, puis on partait avec les aînés pour les travailler en ville. La montagne est un milieu hostile, fondamentalement. C'est le tourisme qui a donné. Donc on retrouve les mêmes composantes, et notamment ces savoirs traditionnels qu'on peut retrouver d'ailleurs à travers les archives, mais aussi les patois, dans les usages, parce que je me suis intéressé à ça à un moment donné. C'est qu'est-ce que faisaient nos anciens pour gérer les alpages dans les Alpes du Nord? Comment ils faisaient voilà, comment? Parce qu'ils ont été complètement laminés par les cols blancs, hein, par les ingénieurs, les techniciens, en disant nous, on a un pouvoir centralisé en France et nous, on sait. Donc, on va faire comme ça. Et aujourd'hui, si on a tant de problèmes avec les agriculteurs, c'est aussi, ça relève de ça. Et là, c'est plus en France, c'est à l'échelle européenne. On donne des directives. Voilà. Bon, après, c'est un autre débat. Bonjour, je voulais savoir la position du gouvernement nigérien. Parce que, est-ce qu'ils veulent conserver les Touaregs? Est-ce que c'est parce que c'est la question fondamentale? Romour, je t'essaie. Enfin, oui, je ne sais pas si ça se pose en ces termes, conserver, pas conserver. C'est une population qui a été longtemps marginalisée. Alors après, on peut faire de l'histoire un petit peu sur ces territoires, entre le colonisateur, quelle posture il a eue vis-à-vis des populations du Sud, vis-à-vis des Touaregs, etc. C'est complexe. Aujourd'hui, il serait politiquement extrêmement maladroit, compte tenu de ce qui s'est passé au Mali d'ailleurs,
de marginaliser les Touaregs d'une manière flagrante. C'est plus subtil que ça. Hein, voilà. Donc, bon, la position, enfin, par rapport au dispositif, ça, je pense qu'ils s'en moquent complètement. Hein. La position du Niger par rapport aux enjeux Touareg et d'élevage, vous avez vu les permis accordés pour la prospection minière. Franchement, est-ce qu'ils s'inquiètent des populations pastorales à cet endroit-là? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on pourrait imaginer finalement que oui, on a besoin d'uranium, on a besoin pour le Niger, c'est une ressource économique importante. Et puis on peut rêver, se dire, bah oui, bah, cet uranium aussi, il y a une partie de ces subsides liés à l'uranium qu'on va réinjecter localement. Pourquoi pas? Ça, on peut rêver. Donc, cette partie nord du Niger est marginalisée pour des raisons de sécurité aujourd'hui. Très clairement. Oui, bonjour. Pierre Brasset, géographe sahélien depuis 30 ans. Quelques réflexions par rapport à ce que tu as fait, Franck. La première, quand tu parles des grands éleveurs, okay, bon, ayant travaillé à Maradi, Emmanuel Grégoire a beaucoup écrit là-dessus, c'est les grands éladges qui ont énormément investi dans l'élevage, avec plusieurs, comme tu dis, centaines, voire quelques milliers de têtes, avec des camions. Mais il ne me semblait pas qu'ils montaient jusque dans ta zone. Il me semblait qu'on était sur Dakoro, Tanout, tout le nord de la surface agricole, qui est Maradi, 400 mm, mais il ne me semblait pas qu'il remontait. Donc tu me préciseras ça. La deuxième chose aussi, je reviens à la carte. La carte est extraordinaire, en fait, pour montrer quelle est la position de l'État nigérien par rapport à ça. La question que j'avais, me semble-t-il, sous Kunche, il me semblait qu'il y avait que quelques concessions qui étaient données aux Japonais, aux Français. Il ne me semblait pas qu'on avait une explosion de permis de... Je voulais savoir avec quel gouvernement il y a eu cette explosion-là. D'un autre côté, le Niger, comme tous les autres États, parce qu'au Mali, j'ai fait 25 ans le Mali, au Mali, on a exactement la même chose avec les zones aurifères, dans la région de Caille, Sikasso et autres. Et les permis ne sont pas donnés par les communes. Donc je voulais savoir quel était l'impact de la décentralisation en matière de gestion des espaces et des ressources par rapport à l'État nigérien. Ma troisième réflexion, monsieur à ma droite a parlé, l'exposé était intéressant. Bien sûr, il m'a intéressé, mais je me suis posé la question dans ton exposé. J'ai plus l'impression qu'on était dans le co-savoir que dans la co-gestion. C'est-à-dire que je n'ai pas senti à la fin, si tu veux, qu'est-ce qui était du domaine véritable de la gestion. Qu'est-ce que les gens se sont vraiment appropriés pour aller vers peut-être une meilleure gestion. Alors, plusieurs questions. La première question, oui, les grands éleveurs, non, ils ne viennent pas dans l'Aïr, ils ne sont pas là, c'est sûr. Moi, j'ai pris cet exemple sur le plan général, hein, parce qu'on est dans une réflexion avec Laurent Gagnol, je ne sais pas si tu connais, qui est à l'Université d'Arras maintenant, sur la mutation de l'élevage dans le Sahel depuis un siècle, quoi. Donc on a vu, et d'ailleurs avec Kader, l'émergence de ces grands éleveurs. Mais ça ne concerne pas le massif de l'Aïr. Et du côté de la cure salée, un peu. Mais c'est vrai que c'est plus au sud. Là, je suis d'accord avec toi. Ensuite, ta deuxième question, je crois que c'était sur les permis. Oui. Alors, je peux pas... Enfin, bon, on a un Touareg là parmi nous. Ces permis, ils ont une dizaine d'années. Donc c'est récent. C'est récent. Sous quel gouvernement? Je ne sais pas. Je ne peux pas comme ça dire... Ouais, Tandja, ouais, voilà. Donc, ça a une dizaine d'années. Hein.
vu, mais bon, voilà. Kader est allé un peu plus loin dans son travail. Lui-même, fils d'éleveur, la carte de zone sensible qu'il a produite, elle est extrêmement intéressante. Ce n'est pas lui qui l'a faite. Il a fait 200 enquêtes, je crois, 200 entretiens. Hein. Donc, et puis, il était en relation avec des garçons, c'est les chefs de troupeau, c'est ceux qui définissent, qui anticipent sur l'avenue du troupeau en disant on va aller là parce que là c'est bon, on va négocier avec l'autre garçon d'une autre tribu. Non, toi cette année tu viens pas là, mais bon, voilà. Donc il a travaillé avec ces gens-là et bon, et je trouve que les retours, nous, ce qu'on n'avait pas pu faire dans la Ténéré pour des raisons de temps, il a avancé dans le processus. Maintenant, il faut aller plus loin, c'est l'expérimentation, c'est dire ok, qu'est-ce qu'on prend dans ce dispositif et comment on fait fonctionner pour se sortir peut-être de l'idée du co-savoir et plutôt être dans la co-gestion cette fois-ci, dans l'expérimentation. Et il va y avoir vraiment des choses qui vont être mises de côté parce que bon, voilà, tant qu'on n'est pas passé par l'expérimentation, on ne pourra pas faire le tri de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Il y avait une autre... Non, c'est tout. Bon, on en parlera après. Ah oui, décentralisation. Alors, moi j'étais en 2000, j'ai fait une mission pour l'UICN en 2005. On était, je crois, au Niger en pleine décentralisation. Comment? On n'a plus le temps. Voilà. Et on se disait, ça va être un relais public intéressant, parce que bon, il n'y a pas de commune, hein. Ça va être un relais local intéressant sur le plan de la gestion. On peut s'appuyer là-dessus, mais encore une fois, on ne l'a pas fait. Voilà. Bon, il nous reste à remercier Franck. Merci. Je signale que sur ces questions Touareg qui tiennent à cœur à beaucoup de personnes, il y a d'autres conférences, et en particulier une qui fera peut-être la synthèse, qui est samedi, et qui balayera les Touaregs sur toutes les régions, pas seulement le Niger. Je vous remercie.